C'est toute la question et c'est toute l'ambivalence en fait du numérique. Quelqu'un comme Bernard Stiegler, par exemple, dont j'admire tout à fait les travaux sur ce point, parle à propos du numérique du pharmacone. Le pharmacone, c'est à la fois un remède et le poison. Et c'est toute l'ambivalence donc en fait du numérique qui nous harponne d'une certaine manière par son caractère à la fois utile, à la fois plaisant, jouissif, ludique, pratique et confortable. Donc tout ça, ce sont des choses qui évidemment nous plaisent. Si ça nous plaisait pas, si c'était aussi épouvantable d'utiliser des outils numériques que de se retourner les ongles sur un tableau noir, vous voyez, ben on le ferait pas naturellement. Donc le numérique en quelque sorte je dirais, nous caresse dans le sens du poil et je dirais même nous enveloppe d'une certaine manière dans le sens du poil puisque de plus en plus il veut envelopper la totalité de notre existence en produisant des informations ou en extrayant des informations de chacun de nos comportements. À chaque fois qu'on utilise un objet connecté, nos téléphones portables naturellement, etc., on produit des données. Donc en fait le système extrait des données à son profit. Donc d'un côté, il est très utile voilà, il est juste plaisant, il provoque des affects joyeux, comme on le dit chez Spinoza, mais d'un autre côté, il est le poison aussi, puisque en fait c'est finalement lui qui, à terme, je pense, va détruire notre autonomie, va détruire notre liberté en générant, en produisant des comportements de plus en plus automatiques, de plus en plus fonctionnels. Ils veulent de plus en plus contrôler nos comportements et nous inciter à faire au fond ce que eux veulent sous couvert que c'est nous qui le voulons. Donc il y a une espèce de pilotage automatique, si je puis dire, et c'est en fait l'expression est à prendre au sens propre parce que ce sont des algorithmes en fait qui nous pilotent. Il ne faut pas imaginer quelqu'un qui contrôle les informations sur vous, sur moi, qui regarde, mais qu'est-ce qu'il a fait, etc. C'est évidemment pas comme ça que ça se passe. L'important des big data, c'est pas que vous ou moi soyons contrôlés, etc. L'important, c'est que tout le monde soit contrôlé. C'est que tout le monde génère des informations. Et à partir de ces informations, les algorithmes, on sélectionne les séquences pertinentes, les relations pertinentes, etc., pour nous inciter à tel et tel comportement. Donc voilà, à la fois poison et à la fois remède utile et confortable. Je pense qu'il faut distinguer deux points de vue différents. Il y a le point de vue de vous et moi en tant que citoyens, simples acteurs du système qui nous mouvons dans la société au quotidien, qui faisons nos actes quotidiens. Ça, c'est le premier point de vue. Et l'autre point de vue, c'est celui du théoricien qui essaye de comprendre en fait comment fonctionne le système. Le système n'apparaît pas de la même manière des deux points de vue. Pour l'acteur, pour vous et moi en tant que citoyens, en tant que membres de la société, le numérique peut générer des déceptions, des énervements, des souffrances. Par exemple, tout le système d'évaluation qui s'est mis en place, qui est intimement lié en fait à la gestion numérique des données, la manière dont on vous contrôle, mais y compris dont on vous contrôle au travail par des caméras, mais par les évaluations, par les objectifs que vous fixez, etc. Tout ça peut terriblement faire souffrir les gens. Donc l'acteur, si vous voulez, pris dans le tissu de la vie sociale quotidienne, je dirais, prend conscience du système, non pas du système en tant que tel, mais de ce que, au fond, le système lui impose. Il en prend conscience dans ses expériences particulières, peut-être de souffrance, peut-être de ceci, peut-être de cela. Voilà. Donc, mais ça n'implique pas qu'il fasse le pas vers une vue théorique d'ensemble. Il reste l'acteur qui
prend conscience que peut-être ce système le fait souffrir ou fait souffrir d'une manière générale ou peut-être impose des choses qui ne sont pas parfaitement souhaitables. Le théoricien, en revanche, il est dans une autre position. Le théoricien est celui qui, au fond, essaye de comprendre le système d'ensemble, dans son ensemble, pas tel qu'il apparaît forcément dans notre expérience quotidienne à chacun d'entre nous, mais d'une manière plus systémique, si on veut, en tout cas plus synthétique, dans le sens où il essaye de mettre ensemble différentes choses qui n'apparaissent pas forcément comme un ensemble cohérent au simple acteur. Je crois que la plupart des informaticiens programmeurs, parce que c'est de eux qu'il s'agit, ils forment maintenant une caste vraiment très importante dans l'humanité, puisque c'est eux qui sont aux commandes, en quelque sorte, de ce système. En tout cas, c'est eux qui sont dans la machinerie, je veux dire, qui nous impose ce système. Eh bien, je crois que la plupart, j'ose dire l'extrême majorité des informaticiens programmeurs ne savent pas ce qu'ils font. Quand leur entreprise privée, qui les rémunère grassement pour cela, leur demande de faire tel et tel algorithme, ils ne savent pas à quoi va servir cet algorithme au-delà de ce que l'algorithme lui-même fait. Donc l'extraction d'informations par un algorithme est mise au service. Donc, ce que fait l'informaticien, donc il a une petite tâche fragmentée en quelque sorte lui aussi pour son algorithme, mais cet algorithme ensuite il est utilisé à une tâche, par exemple effectivement de production d'informations qui est prise dans une machine d'une toute autre dimension dont il n'a pas idée. Et donc là il y a un problème effectivement, je pense, de responsabilité des informaticiens. Maintenant je précise aussi qu'il n'y a pas un grand informaticien qui est le grand méchant loup et qui veut contrôler toute la machine. C'est pas un complot d'une personne, c'est même pas peut-être, ce sont pas. On n'a même pas besoin, si vous voulez, de supposer que ces gens, chez Google par exemple, pour le dire clairement, et dans les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, on n'a même pas besoin de supposer qu'ils sont mal intentionnés. Vous voyez, c'est pas forcément une mauvaise intention. Peut-être qu'ils sont des mauvaises intentions. Peut-être. Les post-humanistes, peut-être. Je ne sais pas, c'est une question à débattre. Mais on n'a même pas besoin de le supposer pour voir que en fait, le système, c'est-à-dire le cumul de toutes leurs petites inventions, petites et grandes inventions, en fait, nous impose finalement un mode de vie tyrannique, sans mauvaise intention. C'est le système tout seul qui le génère. Oui, j'imagine qu'il faudrait distinguer plusieurs cas. Par exemple, c'est évidemment pas du tout la même chose, je pense, si on veut numériser l'ensemble des livres qui existent dans le monde et les mettre à disposition du public. Là, on est évidemment dans un autre registre de la numérisation que si on veut faire des corrélations entre, si vous voulez, le brossage de dents, par exemple, puisque maintenant il y a des brosses à dents connectées, etc. Et puis le fait d'être cardiaque et le fait que sais-je moi, d'être un promeneur du dimanche. Vous voyez, faire des corrélations comme ça tout à fait bizarres qu'un humain ne ferait pas, mais que la machine est capable de faire. Donc on n'est pas dans le même cas de figure. Et donc c'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas alimenter la théorie du complot. Donc c'est pas ça. C'est un effet systémique. Ce que ces gens ont en vue, en revanche, quand je dis ces gens, ce sont, si vous voulez, les grands patrons des GAFA. C'est évidemment le profit de leur entreprise. C'est une entreprise extrêmement profitable. Et je dirais même que c'est maintenant, à l'heure actuelle, c'est vraiment la pointe du capitalisme. C'est-à-dire le but, ici, c'est de faire quelque chose que le capitalisme n'a jusqu'à aujourd'hui pas réussi à faire, c'est-à-dire coloniser, marchandiser l'existence elle-même, la vie elle-même, votre vie à vous et à moi, dans chacun de ces gestes, dans chacun de ces recoins. Donc je pense que la finalité immédiate de ceux qui sont vraiment responsables de ces entreprises, la finalité immédiate, c'est un profit. Et donc, ce profit passe maintenant par l'extraction de données de tout ce qui touche à nos existences quotidiennes, c'est-à-dire de tout ce qui touche à nos comportements. Voilà. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Mais il se trouve que ce but-là, qui est certainement un but qu'ils assumeraient,
Donc ils ne s'en cacheraient pas qu'ils veulent gagner des parts de marché, etc. Ils le font tous les jours. Ils ne pourraient pas le nier. Donc ils assumeraient parfaitement cet objectif. Mais je pense que cet objectif, en fait, va créer des effets. C'est ça le problème, des effets qui vont bien au-delà de leurs propres intentions. Et ces effets, ça va être effectivement ce que Éric Sadin appelle la silicolonisation des esprits, c'est-à-dire vraiment la gestion algorithmée de nos existences. Je ne suis même pas sûr que leur but soit de gérer nos existences, mais leur but, c'est de faire de nos existences un marché. Moi, je pense que chacun doit agir à son niveau. Alors, d'un point de vue, si vous voulez, global, macro, si vous voulez, politique, moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut absolument pas se passer d'une institution qui traite de ces questions. Donc, à la hauteur où elle se passe, c'est-à-dire c'est une évolution mondiale qui concerne chacun d'entre nous et qui a des effets mondiaux, qui a des effets anthropologiques immenses. Donc sur ce point, les actions individuelles de résistance ne servent à rien. Il faut absolument une institution pour organiser l'action collective. Ça, c'est un point. C'est le point politique fondamental. Mais maintenant, au niveau de chacun d'entre nous, si vous voulez, par exemple, du philosophe que je suis, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux écrire des livres, je peux faire des conférences, c'est ce que je fais. Enseigner, très important. Très important. Évidemment, ça reste dans des sphères, je dirais, tout à fait limitées, avec un impact limité, mais enfin, chacun fait ce qu'il peut. Donc là, je suis pour la division du travail, si vous voulez. Chacun dans son domaine, fait ce qu'il a à faire. Je pense que, si vous voulez, il faut parier sur l'intelligence des gens, sur la capacité à prendre conscience de tout ça. Le problème, c'est que justement tout le système tend à éliminer cette intelligence, à éliminer la réflexion, à éliminer l'esprit critique, à faire de nous des utilisateurs naïfs et enjoués de ces nouvelles technologies. Mais dès qu'on peut un peu enseigner, dire qu'au fond, derrière ces technologies, il y a peut-être tout un projet de société, il y a tout un projet anthropologique, et dès qu'on peut donc développer l'esprit critique dans ce sens, et ça peut être la tâche effectivement d'un philosophe, il faut le faire. Mais la solution politique, c'est une institution, fut-elle virtuelle, fut-elle, oui, énormément de scénarios, énormément de modèles possibles. Donc je ne veux pas dire forcément un parlement avec des sièges et des représentants comme c'est le cas dans nos institutions politiques, c'est pas ce que je veux dire. Mais par institution, je veux dire que c'est une entité qui pourrait être virtuelle, par exemple, mais qui organise l'action collective. Ça, c'est l'avenir politique de cette question. Ce que j'appelle la petite éthique, c'est l'éthique libérale des droits individuels, d'une manière générale. D'accord? Donc en gros, toute notre architecture éthique, les droits de l'homme expriment aussi cette philosophie, si vous voulez, des droits et des devoirs et des libertés individuelles. Donc j'appelle petite éthique tout ce qui se focalise en fait sur les droits individuels. Ça se traduit par le fait de vouloir éviter, par exemple, les discriminations, parce qu'à ce moment-là, on ne respecte pas l'individu en tant que tel, on le discrimine, les politiques, que sais-je, inégalitaires, racistes, tout ce qu'on veut. Voilà. Tout ça, j'appelle ça la petite éthique. Alors cette petite éthique a sa grandeur, si on veut. Donc je ne veux pas dire qu'il faut s'en passer, etc. Non, ça a été une grande conquête, si vous voulez, son élaboration philosophique la plus achevée, c'est celle qu'on trouve dans l'œuvre philosophique de Kant, qui est sans doute un des plus grands penseurs de notre civilisation. Et donc, vous voyez, c'est pas rien. Donc, cette petite éthique a sa grandeur. Mais maintenant, le problème, c'est que je pense qu'on ne peut pas en faire, si vous voulez, l'horizon normatif, l'horizon moral ultime de notre civilisation. Parce que maintenant, justement, nous avons des problèmes qui ne se posent plus en termes de droits individuels, mais véritablement en termes collectifs de quelle vie nous voulons, quelle société nous voulons, quel homme nous voulons, parce que ces grandes entreprises, les GAFA en tête, sont en train de façonner
une image de l'homme et de la société. On ne peut pas répondre avec ça en disant simplement moi je suis discriminé par ce système ou mes droits individuels sont violés parce que les informations sont sur le net, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc il nous faut ce que j'appelle effectivement une grande éthique, c'est-à-dire une éthique qui serait capable effectivement de dessiner un horizon global, si vous voulez, pour l'humanité et la société. Il faut donc se poser des questions. Il va falloir non seulement se poser des questions, mais répondre à des questions du type quelle société voulons-nous? Quelle humanité voulons-nous? Et ça, l'éthique libérale est incapable de se poser ces questions. Elle est même faite pour ne pas se les poser. C'est-à-dire que la question du bien, de qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne, qu'est-ce que c'est que la société bonne, elle est privatisé dans le libéralisme. C'est le principe même. C'est-à-dire que chacun peut avoir ses convictions, ses préférences, vivre son existence comme il l'entend, mais on ne peut pas, si vous voulez, l'autorité publique ne peut pas imposer une certaine conception du bien parce qu'on violerait les libertés individuelles. Donc, vous voyez, il y a une espèce de mécanique infernale, on pourrait l'appeler, qui fait que le libéralisme nous interdit de nous opposer à ce qui maintenant s'impose à nous, c'est-à-dire ces modes de vie qui sont unilatéralement imposés par le système anonyme. C'est pourquoi nous avons besoin, à égale hauteur avec ce système, aussi d'une éthique, ça veut dire d'une réflexion normative qui puisse prendre en compte ces objets très généraux que sont le bien de l'humanité, le bien de la société, la vision qu'on veut de la société, etc. Oui, c'est intéressant, c'est bien vu. Effectivement, on devient les acteurs de notre propre tyrannie. Voilà. Et c'est ça, au fond, la perversité, en quelque sorte, du système. C'est que, encore une fois, donc, le système, il nous caresse dans le sens du poil, si je puis dire, n'est-ce pas? Donc, il fait des choses. C'est pour ça, le capitalisme qui gouverne tout cela, il est très intelligent. Il est très intelligent, il sait très bien comment nous capter, comment capter notre attention, pour reprendre aussi les expressions d'Yves Citon, par exemple. Comment mobiliser nos esprits. Il sait très bien comment le faire, et il sait très bien comment nous faire plaisir en faisant ça. Mais ce faisant, donc en participant à toute cette opération capitaliste, effectivement, on devient son propre tyran, mais ce n'est pas à la même échelle. Si vous voulez, c'est pas direct. La tyrannie, elle s'opère par l'intermédiaire de effectivement tout le système, en l'occurrence par exemple du système numérique qui vient extraire toutes ces données, puis qui in fine, mais peut-être plus tard et peut-être de manière invisible, vise à contrôler tous nos comportements. C'est pas une tyrannie directe, c'est pas un père fouettard, si vous voulez. Hein, c'est un mécanisme beaucoup plus complexe, différé en quelque sorte, où aujourd'hui, en nous soumettant, en marchant avec le système, en achetant nos dispositifs, en envoyant des données, etc., on se construit une tyrannie pour demain, en quelque sorte, pour l'humanité. Mais c'est effectivement une manière pour l'homme de dominer l'homme. Ah oui, précisément, toutes les activités que vous me faites le plaisir de citer seraient totalement insensées, c'est-à-dire sans sens, littéralement, si on ne faisait pas le pari, évidemment, que cela peut changer, que l'homme peut être en quelque sorte éduqué, désautomatisé, désenchanté, au sens de... Il y a une espèce d'enchantement là, du numérique, comme si c'était vraiment magique, et que toutes les solutions... parce que ça, c'est un autre problème. Il y a une espèce de solutionnisme technologique qui fait qu'on a l'impression que la technique on nous fait croire que la technique va résoudre tous les problèmes, y compris les problèmes existentiels de l'humanité, de notre finitude, etc. À travers le post-humanisme, les les post-humanistes veulent au fond, résoudre tous nos problèmes existentiels par une hybridation avec les machines. Donc, voilà, donc en tant qu'enseignant, que penseur, etc., en écrivant des livres, le pari, c'est qu'on peut changer tout cela, on peut parier effectivement sur l'intelligence humaine, la réflexion humaine et l'esprit critique.